Voilà. Je pense que nous pouvons commencer. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue. Merci de vous être connecté aujourd'hui. Nous sommes ravis que vous êtes là. Je m'appelle Robin Al-Haddad et je suis la responsable de la communauté pour Qualmi. C'est la communauté des pairs pour le suivi et l'évaluation qualitative. Et c'est un plaisir de vous accueillir à cette séance sur la conception des études qualitatives. Avant de commencer, je vous signale que l'interprétation vers le français est disponible aujourd'hui. Donc, pendant la réunion, s'il vous plaît, cliquez sur le globe, l'icône d'un globe en bas de votre écran et sélectionnez votre langue d'écoute préférée, soit l'anglais, soit le français. Malheureusement, l'interprétation n'est pas disponible si vous vous connectez avec votre portable. Aussi, quand nous allons nous diviser en petits groupes de discussion, nous aurons un groupe francophone. Et donc, si vous avez déjà indiqué que le français, c'est votre langue préférée, quand vous vous êtes inscrit pour cet événement, on va vous affecter directement à la salle francophone. Sinon, ma collègue Bella Gritofer, qui est notre responsable technique aujourd'hui, va vous aider pour vous connecter à la salle francophone. Ici, c'est une communauté des pairs, donc on veut se faire la connaissance. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, présentez-vous dans la boîte à discussion. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait déjà, mais présentez-vous avec votre nom, votre organisation, votre poste et là où vous êtes basé. Et vous pouvez mettre toutes ces informations dans la boîte à discussion. Aujourd'hui, nous allons entendre des participants du laboratoire de la recherche qualitative qui vont nous parler de comment ils ont appliqué les leçons de ce laboratoire pour mettre en œuvre une étude qualitative pour chacun pour son activité. Ce laboratoire d'apprentissage, c'est une opportunité de renforcement des capacités qui a été organisée par Idéal pour élargir les apprentissages sur la recherche qualitative, la gestion des données, l'analyse des données et ainsi de suite pour les activités d'urgence et aussi les RIPSA. Notre cohorte de 2024 a travaillé pendant 2 semaines sur 2 cours sur Internet. Ils ont aussi participé à une séance en live organisée par Gaia, l'activité pour le genre et la jeunesse, sur l'utilisation de ces méthodes pour renforcer l'inclusion sociale et l'égalité homme-femme. Ils ont aussi travaillé avec l'équipe d'Idéal, l'équipe d'experts techniques, au cours de 4 mois pour concevoir des protocoles de recherche pour chacune de ces activités pour faciliter une enquête qualitative pour chaque activité. Nous avons aussi quelques annonces à vous faire. Vous pouvez voir nos cours sur Internet, y compris le cours sur la conception des projets de recherche qualitatifs et un autre cours sur la gestion et l'analyse des données qualitatives. Le lien, on va le partager avec vous dans la boîte de discussion où vous pouvez vous servir de ce code QR. Je vous rappelle aussi rapidement de quelques bonnes pratiques pour la réunion, s'il vous plaît. Gardez le micro éteint quand vous n'êtes pas en train d'intervenir pour éviter les bruits de fond. Vous pouvez aussi utiliser la boîte à discussion ou le bouton pour lever la main si vous avez une question et on va essayer de répondre à vos questions. Nous avons un temps limité, mais nous allons essayer de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Si la bande passante le permet, on vous demande aussi d'allumer la caméra vidéo quand vous allez parler pour qu'on puisse voir votre visage. Mais si vous avez des problèmes de connectivité, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé d'allumer la caméra vidéo. La séance va être enregistrée et on va vous envoyer le lien vers les enregistrements après la fin de la réunion. Chacune de ces séances Qualmi va aborder un sujet différent. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de comment concevoir des études qualitatives. Et notre objectif, c'est de vous planter le décor un tout petit peu des obstacles par rapport à la conception de ces études et les bonnes pratiques qu'on peut appliquer à ces projets de recherche. Donc, sur l'ordre du jour aujourd'hui, tout d'abord, nous allons entendre nos collègues de CARE Zimbabwe qui vont nous parler de comment ils ont utilisé les méthodes qualitatives pour renforcer la compréhension des activités génératrices de revenus dans le cadre de la RIFSA Takunda. Ensuite, nous allons entendre de Mercy Corps au Kenya sur leur conception d'une étude qualitative pour évaluer les interventions de changement social et de comportement de la RIFSA Nawiri. Merci encore pour votre présence ici aujourd'hui. Après ces 2 présentations, on va se diviser en groupes de discussion.
Donc, restez avec nous pour cela. Maintenant, je donne la parole à Care Zimbabwe, l'équipe de Care Zimbabwe. Tout d'abord, nous avons Rumbiza Mutemba Matusa qui travaille sur la collaboration, l'apprentissage et l'adaptation avec la RIFSA Takunda au sein de CARE Zimbabwe. Rumbi est spécialiste en méthode d'apprentissage qui veut renforcer l'efficacité de la recherche tout en générant des informations utiles pour faciliter le partage. Rumbi a eu des financements de plusieurs institutions pour renforcer les capacités dans le domaine de l'agriculture dans le cadre d'une initiative pour renforcer la qualité et la pertinence du développement, de la recherche sur le développement. Ces résultats ont alimenté plusieurs articles scientifiques qui viennent d'être publiés. Par le passé, elle a travaillé sur la recherche pour le développement en Afrique subsaharienne et aussi en Amérique latine. C'est son travail au cours des 15 dernières années. Elle a travaillé avec des ONG internationales, des universités et des gouvernements. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui Aubert Chicochi, qui est conseiller sur les moyens de subsistance pour l'Arif Takunda. Et dans ce rôle, il travaille sur la stratégie pour renforcer la résilience et les capacités dans les communautés vulnérables en diversifiant les moyens de subsistance, en fournissant les conseils techniques et en renforçant la participation des jeunes dans les formations techniques et aussi avec les associations villageoises d'épargne et de crédit. Il travaille dans le domaine du développement depuis plus de 20 ans avec CARE International et avec le Centre suédois de la coopération et avec d'autres projets aussi. Il a son maîtrise dans le développement, les études de développement d'une université au Zimbabwe. Enfin, nous avons Tanaka Chinsa avec nous qui se spécialise dans la communication. Il a 8 ans d'expérience dans dans les secteurs du développement et le secteur humanitaire. Il a travaillé sur plusieurs projets financés par l'Agence de développement de l'Australie, l'Union européenne, le GIZ, l'UNHCR, le Programme mondial de l'alimentation et l'ambassade américaine à Harare. Tanaka a aussi contribué à plusieurs projets, plusieurs publications sur le développement en Afrique subsaharienne. L'équipe de Zimbabwe va présenter maintenant. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la boîte à discussion et nos intervenants auront du temps pour répondre à vos questions après les deux présentations. Très bien. Merci beaucoup. Et maintenant, la parole est à vous, Rumbi, et votre équipe. Merci, Robin. Bonjour à toutes et à tous. Je vais présenter ce travail au nom de l'équipe Takunda. Diapo, s'il vous plaît. Ici, vous avez un aperçu de ce que nous allons vous présenter. Ici, vous avez des informations sur la Ripsa Takunda qui livre une gamme diverse d'interventions pour répondre aux, aux problèmes complexes de la pauvreté chez les foyers au Zimbabwe. Nous commençons ici avec plusieurs défis auxquels nous avons fait face dans le cadre de notre recherche qualitative. Je vais vous parler de la capacité technique limitée. Il faut investir dans la capacité technique pour tirer tout ce qu'on veut de ces études qualitatives que nous menons. Ici, nous avons décidé de vous montrer comment nous avons progressé au sein de la RIPSA. Ce n'est pas comme si nous nous sommes réveillés un jour et nous avons décidé de mener une recherche qualitative. Non, cette recherche a été intégrée dans tout le processus, dans toutes nos discussions en interne et en externe avec les participants, les bénéficiaires. Nous avons décidé
de faire une revue des documents, d'identifier les lacunes informationnelles, et ainsi de suite. Dans notre rapport annuel, nous avons pu partager que nous avons observé nos participants s'impliquant dans plus d'AGR par rapport au passé, quand ils participaient à seulement une des AGR et pas à plusieurs en même temps. Ici, vous avez notre objectif, l'objectif que nous avons défini pour notre enquête qualitative. Nous voulions comprendre où et comment nous pouvons fournir un appui et renforcer la mise en place des AGR, des activités génératrices de revenus. Ici, vous avez nos buts qui s'alignent avec le groupe de participants ciblés. Nous avons parlé avec les participants qui ont pu demander un financement, qui ont réussi en demander un financement et un kit de lancement, et aussi les personnes qui n'ont pas reçu de financement, qui n'ont pas reçu de kit de lancement. Voilà les deux groupes que nous avons impliqués dans cette recherche qualitative. Donc, vous avez ici les questions de recherche que nous avons mises en valeur. Une fois que nos participants parlent de ces questions, peut-être nous allons pouvoir réaliser nos buts, nos objectifs. Ici, vous avez notre stratégie d'échantillonnage. Nous avons décidé d'adopter un échantillonnage raisonné et nous avons utilisé la calculatrice de stratégie d'échantillonnage qui nous a aidés ici. Il y avait deux groupes, le groupe qui a reçu des kits de lancement et le groupe qui n'a pas reçu des kits de lancement. Nous avons aussi deux attributs sur lesquels nous nous sommes focalisés, la localisation au niveau du district et aussi la catégorie d'AGR dans laquelle le participant s'est impliqué. Nous avons deux sources de données, les groupes de discussion et les ITI pour avoir les points de vue de ces participants. Nous avons mené des groupes de discussion et aussi les IGI qui visent surtout les gens qui participent aux formations techniques. Et les groupes de discussion ont visé plutôt les AVEC, par exemple. Maintenant, j'aimerais vous parler de la collecte, la gestion et l'analyse des données. Ici, vous avez notre processus pour gérer la collecte, la gestion et l'analyse des données. En haut et à gauche, vous avez les outils que nous avons utilisés pour planifier notre travail et pour le mener à bien. Et je peux vous dire que la boîte à outils de conception des études qualitatives de l'USAID et du BHA nous a beaucoup aidé. Cette boîte à outils a été très, très utile. Nous avons aussi utilisé Excel et Atlas.ti pour analyser les données. Ces outils nous ont aidé beaucoup. Et pour réaliser nos objectifs et pour mener à bien cette étude, il fallait une collaboration en interne et aussi en externe avec nos pairs, avec les communautés, les leaders locaux. Il y avait beaucoup de planification, beaucoup de concertation et tous ces outils nous ont aidés à organiser tout cela. Maintenant, je vais donner la parole à mon collègue Aubert qui va présenter nos résultats. Merci beaucoup et à vous la parole Aubert. Merci, Rumbi. En ce qui concerne les résultats après les évaluations, nous avons trouvé que le processus de distribution des kits de lancement a été assez simple, surtout par rapport au contexte où les bénéficiaires ont reçu des financements externes.
grâce à ce processus simplifié, tout a été fluidifié. Et les majorités des AGR que nous avons soutenues ont été vues comme viables. Les participants ont pu augmenter les revenus, diversifier les sources de revenus et plusieurs personnes ont participé à 2 ou 3 AGR en même temps. Nous avons aussi trouvé que même si les participants ont participé à plusieurs AGR, il y a toujours des obstacles en place qui empêchent les personnes de participer à ces AGR, tels que les processus réglementaires, le besoin de s'enregistrer, le besoin de faire la paperasserie. Voilà quelques obstacles clés que nous avons identifiés avec cette enquête. Nous avons aussi tiré 2 leçons principales de cette étude. Tout d'abord, quand on a distribué les kits de lancement par le passé, ou avant de distribuer les kits, il faut mener une formation rigoureuse parce que cela va donner assez de connaissances, assez de compétences pour utiliser le financement qu'on a reçu. Aussi, dans la distribution des kits de lancement, nous avons trouvé que il faut aussi un suivi et une vérification physique avant de distribuer les kits de lancement pour identifier les cas aberrants ou les différents participants qui ont peut-être triché pendant le processus de postulation. Takunda va utiliser ces informations pour travailler dans 3 domaines principaux. Un domaine clé où nous allons utiliser ces informations, c'est le ciblage. Nous avons trouvé que la plupart des groupes qui participent aux AVEC, ils avaient besoin d'un capital de lancement et le soutien est essentiel, surtout pour appuyer les jeunes qui n'ont pas accès à ce fonds de lancement. Aussi, pour les participants qui n'ont pas reçu le fonds de lancement, il était possible pour nous de les mettre en contact avec des sources de financement en externe. Et nous allons aussi utiliser toutes ces informations pour faire passer nos interventions à l'échelle supérieure. Donc voilà les 3 choses que nous allons faire avec les résultats de cette recherche. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup à l'équipe de Takunda. Merci à Rumbi et à Aubert de nous avoir présenté votre recherche qualitative. Ensuite, nous allons entendre parler Monsieur Charles Obora et Joshua Luindi de Mercy Corps Kenya. Joshua Luindi est le responsable de suivi et d'évaluation au sein de Mercy Corps Kenya pour l'Arifsa Nawiri. Il a plus de 13 ans d'expérience dans la conception et la mise en œuvre des systèmes de suivi et d'évaluation dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, entre autres. Joshua a son maîtrise en sciences et aussi une licence en informatique de l'Université Egerton. Il travaille dans le suivi et l'évaluation et l'apprentissage pour plusieurs projets financés par l'USAID, y compris la RIPSA de Nawiri et IF et MISA. Il vise surtout l'assurance qualité, le renforcement des capacités et les apprentissages collaboratifs. Son expertise couvre les approches quantitatives et qualitatives. Nous avons aussi avec nous Charles Aurora, spécialiste ou conseiller en changement social et de comportement pour la Rifsa Naweri. Charles a son doctorat et sa maîtrise dans la gestion des crises et l'assistance humanitaire. Aujourd'hui, il est en train d'étudier la santé publique à l'Université John's de Liverpool. Il a travaillé pour Population Services International et l'Action contre la faim. Il a 15 ans d'expérience dans la conception et la mise en œuvre des interventions pour le changement social et de comportement par rapport à la santé maternelle et infantile, la nutrition, le WASH et
l'assistance humanitaire. Il a une compréhension approfondie de la conception axée sur l'être humain et d'autres modèles de comportement pour créer des solutions résilientes à travers 9 pays africains. Maintenant, on donne la parole à Charles et à Josh. Et comme toujours, vous pouvez mettre vos questions éventuelles dans la boîte de discussion ou vous pouvez lever la main avec le bouton lever la main et nos intervenants vont répondre à toutes vos questions éventuelles à la fin de la présentation. Charles et Joshua, vous avez la parole. Merci, Robin. Je pense que je vais commencer et Charles va me suivre. Comme vous avez dit, le Rifsa Nawiri, c'est un programme à 8 ans dans le comté de Samburu au Kenya, avec plus de 40 millions de dollars américains de financement. Nous travaillons avec Mercy Corps et avec 3 autres partenaires et notre objectif est de réduire la malnutrition aiguë d'une façon durable. Diapo. Ici, vous avez l'aperçu de notre présentation. Je vais commencer avec un peu de contexte. Diapo. Avant d'intégrer le laboratoire d'études qualitatives, voilà notre approche de suivi. Il ressemblait à cela. Euh, C'était le suivi quantitatif exclusivement. On visait sur, mais parce que la capacité était limitée. Et donc, le laboratoire nous a beaucoup aidé à élargir l'envergure de notre impact. Donc, dans la conception de notre programme, nous avons identifié les comportements cibles à travers tous les participants et ça a alimenté la conception de nos interventions. Nous savions que si on fait X, on va avoir l'impact Y. Mais ce n'était pas forcément comme cela. Voilà la raison pour laquelle nous avons décidé de mener cette étude. Hum, Même avec des changements de comportement, nous n'avons pas toujours eu les résultats voulus. Nous avons décidé donc d'identifier les lacunes informationnelles. Nous avons commencé avec une revue des données, nous avons identifié des limitations au niveau des indicateurs. Et voilà, c'était plusieurs approches pour identifier là où nous pouvons identifier le comment et le pourquoi quand nous n'avons pas eu les résultats voulus. Donc, nous avons lancé notre enquête pour répondre à ces questions. Comment et pourquoi nous n'avons pas les résultats voulus des initiatives que nous avons conçues. L'objectif de notre enquête était d'enquêter sur les obstacles comportementaux, contextuels et systémiques qui ont un impact sur les comportements voulus. Et nous avons fait la promotion des comportements par rapport au WASH et aussi la consommation d'un régime suffisant et diversifié chez les participants. Voilà les 2 domaines principaux de notre enquête, ciblés par notre enquête. Ici, vous avez quelques objectifs spécifiques. Nous voulions identifier des obstacles comportementaux spécifiques dans les domaines clés, le WASH et les régimes suffisants riches en fer. Il y avait aussi des aspects systémiques. Qu'est-ce que nous avons manqué pendant la phase de conception? Et est-ce qu'on peut se refocaliser? Est-ce qu'on peut poser de nouvelles questions pour raffiner nos interventions? Et aussi, quelles étaient les perceptions des participants par rapport à nos interventions? Et comment est-ce qu'on peut les adapter, les améliorer pour avoir de meilleurs résultats? Ici, vous avez nos 3 questions de recherche principales qu'on a posées et auxquelles on voulait répondre avec le projet de recherche. Il y a des opportunités et des limitations. Quelles sont les opportunités et les limitations par rapport à l'adoption des comportements de WASH et la consommation des aliments nutritifs? Aussi, comment est-ce que les participants reçoivent les interventions? Quelles sont les lacunes
dont nous sommes ignorants et comment est-ce qu'on peut améliorer nos interventions vu cela. Diapo, s'il vous plaît. Notre étude a été conçue comme un projet de recherche qualitative et exploratoire pour identifier les obstacles comportementaux, contextuels et systémiques qui empêchent l'utilisation des services de santé et l'adoption des pratiques de la bonne santé. Notre point focal était de comprendre les perceptions, les attitudes et les expériences des participants par rapport aux interventions de WASH et des comportements de nutrition. Pour répondre à ces questions, nous avons conçu notre enquête autour de deux méthodes principales de collecte des données. Au début, nous avions toute une liste de méthodes qu'on voulait utiliser, mais dans notre concertation avec le laboratoire, nous avons décidé d'appliquer ces deux outils. Les discussions en groupe pour comprendre les normes des communautés et pour avoir des points de vue des professionnels et des parties prenantes sur nos interventions. Et nous voulions aussi explorer des facteurs systémiques et contextuels qui avaient un impact sur nos interventions. Nous avons nous aussi utilisé l'échantillonnage raisonné pour être le plus précis possible dans l'identification des participants dans l'enquête. Et quand je vous montre notre échantillon, vous allez comprendre ce processus. De l'échantillon initial, nous avons raffiné le groupe. Il faut identifier qui on veut dans le groupe et quel est le nombre. Il faut combien de personnes dans le groupe pour avoir les réponses voulues. Et nous avons appliqué tout un processus pour déterminer la taille finale de l'échantillon. Ici, vous avez l'échantillon final. Au début, nous allions avoir 84 groupes de discussion à mener, mais en parlant entre nous et avec le laboratoire, nous avons réduit ce chiffre à 27 groupes de discussion et 12 entretiens avec les informants clés. Donc, ce processus nous a beaucoup aidé à raffiner notre approche pour avoir les résultats voulus, les résultats ciblés. Maintenant, je donne la parole à mon collègue Charles qui va continuer avec la présentation. Charles, à vous la parole. Bonjour, merci Joshua. J'aimerais vous présenter les défis auxquels nous avons été confrontés. Un défi important était la conceptualisation et la priorisation des lacunes au niveau des preuves qualitatives par rapport au changement social et comportemental. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut arriver à la saturation? Il nous faut combien de répondants pour avoir les informations nécessaires? Et un autre défi, c'était comment encadrer et prioriser les différentes questions euh, euh, qualitatives. Nous avions une grande liste de questions standardisées, mais il fallait raffiner cette liste pour répondre à notre approche spécifique. Cela a pris beaucoup de temps. Il y avait aussi le temps limité de nos participants. Les participants avaient plusieurs tâches à faire en même temps, même si on leur avait dit qu'on allait faire cette activité et ils ont donné leur accord, il y avait toujours des limitations au niveau du temps disponible. Un autre défi, c'était le recrutement des participants. Pour certains informants clés, il fallait faire un deuxième appel. D'autres, on ne pouvait pas
contactés. Et puis, il y avait d'autres interruptions externes ou contextuelles. Nous avions beaucoup d'attentes des participants qui voulaient participer à ces discussions, mais il y avait certains participants qui ont dominé la discussion, en même temps les discussions en groupe et aussi dans les entretiens avec les informants clés. Et il y avait plusieurs personnes qui voulaient participer à plusieurs discussions. Donc, il fallait corriger cela. À partir de ces enquêtes qualitatives, nous n'avons pas encore finalisé notre analyse des données, mais nous avons pu quand même identifier quelques apprentissages déjà. Tout d'abord, il y a de la place pour des informations contextuelles. Nous avons pu revoir les questions de l'environnement, des aspects sociaux et culturels et leur impact sur notre priorisation des comportements. Ensuite, nous avons eu l'opportunité d'identifier ou de recueillir les points de vue des différents participants qui ont indiqué leur point de vue. Cela a alimenté notre analyse du comment et du pourquoi. Nous avons aussi identifié le besoin pour plus d'intégration et une intégration renforcée de nos activités sur quelques sites spécifiques. Et enfin, nous avons reconnu la complexité de certains comportements prioritaires et toute la liste de facteurs qui peuvent influencer l'adoption de ces comportements. Certains de ces facteurs ne sont pas sous notre contrôle. Nous n'avons pas de contrôle sur certains de ces facteurs. Ici, vous avez quelques autres apprentissages clés. Euh, il faut avoir de la diversité et de l'inclusion et aussi de l'expérience antérieure pour comprendre, par exemple, la langue locale. Ça, c'était un facteur de réussite pour nous. Cela a facilité la bonne conduite de nos activités. L'interprète s'excuse, il me semble que le son a été coupé. Je pense que nous avons perdu Charles. Joshua, est-ce que vous pouvez reprendre la parole? Oui, oui, je vais finir à sa place. Oui, oui. OK, dernière diapo, s'il vous plaît. Quant à l'application de ces apprentissages, avec MercyCorps et avec l'appui du laboratoire, l'interprète s'excuse, il me semble que le son a été coupé encore une fois. Voilà, nous avons pu renforcer les liens de confiance entre le projet et les participants et au sein des participants. Je pense que c'est la fin de notre présentation, Robin. Très bien, merci beaucoup. Merci à Charles, merci à Joshua d'avoir partagé cet aperçu de l'étude qualitative de Mercy Corps au Kenya. Nous avons maintenant quelques minutes pour vos questions éventuelles. Donc, si vous avez des questions que vous voulez poser à nos intervenants sur n'importe quelle des deux présentations, vous pouvez lever la main
où vous pouvez poser votre question dans la boîte à discussion et nous allons faire de notre mieux pour répondre au plus grand nombre de questions possibles. Je vous donne quelques minutes maintenant pour poser vos questions. Je vois une question dans la boîte de discussion. Quels outils est-ce que vous avez utilisés pour analyser ces données qualitatives? Est-ce qu'il y a n'importe quelle des deux équipes peut répondre? Oui, merci pour la question. Pour l'équipe de Takunda, comme je vous ai présenté, nous avons utilisé Excel et un autre outil pour analyser les données. Donc, dans notre analyse, nous avons utilisé atlas.ti pour extraire certaines informations. Oui, et pour nous, nous avons utilisé Excel pour capter les aperçus journaliers quotidiens en même temps que nous recevons les données. Et puis, quand nous sommes passés à l'analyse, nous avons utilisé Max Pointier pour achever l'analyse. Merci. Très bien. Je vois une main levée. Patrick, vous avez la main levée. Vous avez la parole. Patrick, à vous la parole. Patrick, le micro est toujours fermé. Est-ce que vous voulez allumer le micro et prendre la parole? Nestor, je vois que vous avez la main levée. Nestor, allez-y. Oui, bonjour. J'ai vu qu'un des groupes a présenté une graphique à barre, mais est-ce que c'est utile d'utiliser un tel graphique pour interpréter les données qualitatives? Nous ne pouvons pas généraliser à partir des données qualitatives en dehors du contexte initial, n'est-ce pas? Donc, voilà ma question. J'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé de faire cela ou est-ce que c'est une bonne approche et c'est moi qui n'ai pas très bien compris. Merci, Nestor, pour la question. Oui, pour ce graphique, dans ce graphique, nous parlions des chiffres. C'était des chiffres spécifiques, des chiffres exacts, le nombre de discussions en groupe. Et dans ces groupes, les participants ont voté pour différents points de vue. Donc oui, nous pouvons utiliser les graphiques à barres quand nous avons ces données chiffrées comme cela. Par exemple, le nombre de discussions en petits groupes. C'est pour cela que nous avons utilisé ce graphique à barres. Sinon, nous avons préparé les citations et d'autres visualisations, mais nous n'avons pas pu vous présenter toutes les visualisations que nous avons développées dans le cadre de cette présentation limitée. Merci. Oui, mais il faut être très prudent dans l'interprétation de ces données parce que dans ce graphique, vous indiquez le nombre de discussions, mais ce n'est pas, on ne peut pas généraliser ces informations en dehors du contexte. C'est bien ça? Oui, merci Nestor. Nous ne généralisons pas. Jusqu'ici, nous ne généralisons pas. Nous présentons tout simplement ce que les participants ont partagé comme point de vue. Merci. OK, Patrick, est-ce que vous avez pu allumer le micro? Oui, oui, oui. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Patrick. Je suis étudiant à l'Université d'Emory. J'étudie le suivi et l'évaluation en master. J'ai une question assez simple. En dehors de la collecte des données auprès des participants, auprès des communautés, comment est-ce que vous engagez les communautés dans le processus d'évaluation? Au-delà de la collecte des données, comment est-ce que vous engagez la communauté? Comment est-ce que vous recueillez leur point de vue sur l'évaluation de ce que vous faites? Comment est-ce que la communauté peut participer à cette analyse ou à votre processus d'évaluation?
Donc, vous allez sur le terrain, vous faites la collecte des données et puis vous rentrez au bureau pour faire l'analyse. Mais j'aimerais savoir quel est le rôle de la communauté dans votre processus d'évaluation au-delà de la collecte des données. Merci. Oui, merci Patrick pour la question. Je vais hum, hum, Oui, par rapport à notre enquête sur les AGR que nous venons de faire, nous n'avons pas pu encore retourner dans la communauté pour parler des résultats, mais je peux vous donner l'exemple d'une étude qualitative que nous avons faite récemment qui a étudié le suivi des dépenses et des revenus des foyers. Donc, c'était des réunions mensuelles à la fin de chaque mois où nous avons montré à la communauté les chiffres qu'elles avaient rapportés au niveau des revenus, par exemple. Et puis, nous leur avons posé la question, les revenus indiqués, est-ce que c'était des revenus en espèces ou des revenus en biens? Et est-ce que c'était vraiment la revenu d'un foyer de 4 personnes? Et la communauté a confirmé pour nous, oui, le chiffre est bon, les informations sont bonnes. Donc, nous avons travaillé avec la communauté non seulement pour comprendre les chiffres, mais aussi pour comprendre les chocs, les stress et les obstacles qui influencent les revenus et le niveau de ces revenus des foyers. Donc, il faut établir un équilibre. Quand nous recevons des données de la communauté, il faut aussi parler des leçons tirées avec la communauté. Il faut engager la communauté dans l'interprétation de ces résultats. Merci. Joshua, est-ce que vous vouliez répondre vous aussi à cette question? Oui. Hum, Ces participants ne sont pas seulement des répondants dans nos enquêtes, ce sont les participants avec lesquels nous travaillons d'une façon quotidienne. Nous travaillons avec eux pour renforcer la production alimentaire, agricole, par exemple. Donc, oui, on travaille avec eux pour identifier les obstacles, les défis et aussi pour parler des comportements ciblés, voulus. Ce n'est pas comme si nous posons tout simplement des questions. Il y a tout un processus avec la communauté pour nous aider à améliorer notre impact. D'après les données, par exemple, nous voyons que nous avons augmenté la production, mais le niveau de consommation reste le même. Donc, nous allons auprès de la communauté pour enquêter sur cela. Et la communauté a compris que cette évaluation, ces exercices visent l'amélioration de la livraison des services que nous offrons ou pour renforcer les comportements cibles. Donc, ce n'est pas comme si on dit à la communauté, voilà ce que nous voulons de votre part, voilà les informations qu'on veut tirer de la communauté. Non, on revient auprès de la communauté pour raffiner et pour concevoir de nos prochaines interventions pour garantir que nous allons réaliser les comportements ciblés. J'ai vu que Charles avait aussi la main levée. Charles, allez-y, vous avez la parole. Merci. J'aimerais répondre à M. Montario qui a posé une question sur l'utilisation des modèles théoriques. Dans nos groupes de discussion et nos entretiens avec les informants clés, toute l'étude a été ancrée dans le modèle sociologique écologique qui analyse plusieurs niveaux en même temps. Plusieurs niveaux qui peuvent être soit des obstacles, soit des éléments de facilitation de ces comportements ciblés. Merci. Merci à vous, Charles. Nous avons une dernière question ou... Ah non, plusieurs. Je vois Mbaruka. Allez-y, vous avez la parole, Mbaruka. Moi? Non. Ah oui, allez-y, Mbaruka. Oui, je voulais complémenter la réponse de Charles. Nous avons n- notre mécanisme de responsabilisation des communautés.
nous avons des contacts spécifiques au niveau de chaque village. Donc, quand nous recevons des commentaires sur notre programme, nous avons un contact en continu avec ces représentants au niveau de chaque village par WhatsApp et on leur demande à eux d'évaluer nos interventions aussi. Mais en fonction des contextes géographiques spécifiques, il y a aussi les plans d'action communautaires basés dans la communauté. Donc, la communauté se rassemble autour de nos initiatives pour nous donner des commentaires. Où est-ce que Nawiri peut les aider, les soutenir, par exemple? Donc, dès le début, nous indiquons les priorités au sein de la communauté et dans le cadre de cette évaluation, nous pouvons faire la comparaison entre la situation avant l'intervention de Nawiri et après. Je m'excuse, le temps est limité. Je vois que Aubert et Charles, vous avez les mains levées. Je pense que c'est pour répondre, c'est ça? Oui, oui. Merci pour la parole. Chez Takunda, nous avons nous aussi une équipe de suivi et d'évaluation menée par les communautés. Donc, c'est une équipe qui travaille au niveau des communautés. Quand nous menons des enquêtes ou des projets de recherche et nous recevons des commentaires, nous revenons auprès des communautés pour partager ces commentaires, partager les leçons apprises et nous partageons ces informations aussi avec les prestataires de services avec lesquels nous travaillons pour garantir les rebondissements de ces informations. Charles, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Sinon, il faut finir avec les questions. Je vois que nous avons beaucoup de bonnes questions dans la boîte de discussion, mais le temps est limité. Nous voulons nous diviser en groupes de discussion. Et j'espère qu'une fois dans ces salles, ces groupes de discussion, vous allez pouvoir parler entre vous. Mais Charles, si vous voulez répondre pour le moment. Oui, merci. Je voulais répondre à James, qui a posé une question sur l'utilisation des données qualitatives pour les narratifs. Oui, nous essayons de faire cela, mais dans le cadre de cette enquête qualitative, nous avons pu donner plus de contexte aux aspects sociaux et culturels de nos interventions. Et nous avons planifié d'intégrer les narratifs et les contes d'histoire parce que dans nos communautés, on, il y a, il y a des artistes, des raconteurs dans ces communautés et nous travaillons avec ces raconteurs, ces artistes pour créer des narratifs dans les domaines clés autour de nos interventions. Très bien, merci pour toutes les bonnes questions et les bonnes réponses. Je vois d'autres questions dans la boîte de discussion. Je suis désolé qu'on ne peut pas répondre à toutes vos questions. Malheureusement, le temps est limité. Donc, nous allons passer maintenant dans les groupes de discussion. Je vais vous orienter rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces groupes de discussion? Dans vos petits groupes, vous aurez 30 minutes pour parler des défis par rapport à la conception des projets de recherche qualitative. Nous sommes une communauté de pairs ici. Nous voulons créer un espace sûr pour la communication. On vous encourage à vous parler des uns aux autres, parler de vos expériences dans ces groupes de discussion. Nous espérons que cette réunion va vous donner du temps et de la place pour faire cela et pour établir des connexions avec d'autres collègues de suivi et d'évaluation. On va vous affecter à des groupes de discussion. L'affectation va être aléatoire, sauf si vous êtes francophone. Dans ce cas-là, on va vous affecter à la salle francophone. Sinon, vous allez être affecté à un groupe de discussion. Vous allez voir un message apparaître sur l'écran. Quand vous cliquez sur le bouton, vous allez arriver directement dans le groupe de discussion et on a préparé plusieurs questions pour alimenter la discussion. Première question, quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés dans le cadre de votre programme ou votre activité par rapport à la planification ou l'organisation de la recherche qualitative et comment est-ce que vous avez pu surmonter ces défis? Deuxième question, quand vous utilisez des approches qualitatives dans votre travail, est-ce que vous avez dû changer de mentalité au sein du personnel, par exemple, ou est-ce que vous avez dû changer des modes opératoires? Et troisième question, comment est-ce que vous avez géré des biais qui se sont montrés dans la recherche que vous avez menée?
Et je vais vous demander aussi d'identifier une personne au sein du groupe qui va prendre des notes sur la discussion. Et si nous avons le temps, à la fin de vos discussions en petits groupes, on va peut-être vous demander de partager deux ou trois résultats clés de votre discussion en petits sous-groupes. Voilà, on va se revoir dans la salle principale dans 30 minutes et je vous souhaite bonne discussion dans vos petits groupes. À boire, faciliter les transports et ainsi de suite. Charles a dit que la subjectivité des énumérateurs était un défi et on a géré cela en invitant des personnes neutres, pas forcément des experts dans le domaine spécifique, mais les gens qui n'avaient pas des idées préconçues sur la question. La confidentialité était un autre enjeu. Il faut toujours s'assurer qu'on ne pose pas des questions sensibles dans les discussions en groupe. On va sauvegarder ces questions sensibles pour les entretiens avec les informateurs clés. Pour la deuxième question, je ne peux pas lire mes notes, pardon. Ça va, il n'y a pas de problème. Oui, la composition de l'équipe était très importante. Voilà. Nous avons eu une très bonne conversation et désolé de ne pas avoir présenté toute la discussion. Ça va. Tripora, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé rapide sur la discussion dans la salle 3 et après, nous n'aurons pas le temps pour les autres groupes. Il va falloir conclure la séance. Mais Tripora, à vous la parole rapidement. Oui, oui. Donc, par rapport aux défis, dans notre groupe, on a parlé de la gestion des finances et des budgets, la conception de l'étude, qu'est-ce qu'il va falloir mesurer, et quelle est la différence avec ce que vous voulez mesurer. Il faut aussi ne pas exclure l'équipe programmatique en élaborant le processus qualitatif. Il faut aussi inclure les parties prenantes. Et aussi, il faut classifier et organiser les questions à 100%. Un autre souci, un autre défi, c'était le nombre limité de personnel qui ont l'expérience pratique nécessaire dans le domaine de la recherche qualitative, aussi les barrières linguistiques. Et pour la deuxième question, nous avons parlé de l'importance de la communication. Et il faut changer sa propre mentalité et il faut penser à comment cette évolution de mentalité va impacter les questions. Avec les données qualitatives, on peut poser des questions plutôt probantes et nous avons beaucoup parlé de cet aspect-là. Merci beaucoup. Je suis désolé, nous n'avons pas le temps d'entendre de tous les groupes, mais j'espère que tout le monde a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Encore une fois, un grand merci à tout le monde pour des discussions très fructueuses. À Rumbi, à Aubert, à Tanaka, à Joshua et à Charles, nos présentateurs. On vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps de partager vos connaissances avec notre communauté. Et un grand merci aussi à tout le monde qui a participé au groupe de discussion. Merci à Bella, notre responsable technique aujourd'hui. Il est très, très important d'avoir ce genre d'échange. C'était une bonne conversation. Malheureusement, il faut conclure ici. Mais une dernière chose, je vous demande tous et chacun de répondre à notre enquête d'évaluation. On vous a donné le lien dans la boîte à discussion vers une enquête très courte sur la réunion d'aujourd'hui. Cela va nous aider à raffiner, à améliorer nos événements à l'avenir. On va aussi vous envoyer un mail de suivi dans les jours à venir avec tous les documents de l'événement aujourd'hui, y compris l'enregistrement de la réunion, les présentations et les autres ressources dont on a parlé. Enfin, s'il vous plaît, restez aux aguets pour le journal FSN sur les autres événements dans la série de Kwalme. On peut aussi continuer la discussion sur LinkedIn. Nous avons maintenant un groupe sur LinkedIn que vous pouvez intégrer et on vous a donné le lien encore une fois dans la boîte à discussion. Un grand merci encore une fois pour votre présence ici aujourd'hui. Je vous souhaite bonne continuation et bonne journée et au revoir. Merci beaucoup.